Généralement, c'est ce que font les gens. Ils disent, je vais investir dans l'immobilier, je mets tout là-dedans. Il y a de la promotion autour de ça. Il faut investir dans l'immobilier, c'est la seule chose. Mais pour moi, le premier des investissements à faire, c'est dans ses compétences. Aujourd'hui, 100% de mes clients, je les ai obtenus sur Facebook, Insta, Google, YouTube. Donc aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, je fais 100% de mon chiffre avec les clients obtenus comme ça. Donc je suis légitime pour te dire comment avoir des clients sur ces médias, quoi. D'entreprendre, pour moi, c'est pas se lever un matin, avoir l'idée du siècle, mais c'est plutôt observer ce qui se passe sur le marché, identifier un problème, apporter la solution et le produit, enfin ton offre se vend d'elle-même. Je fais la parallèle avec les consultants immobiliers. C'est important d'identifier, de se positionner, c'est-à-dire est-ce que mes clients, moi je suis plutôt à l'aise avec l'investisseur ou celui qui achète de la résidence principale ou celui qui veut des pieds-à-terre. C'est important de segmenter comme ça parce que du coup, on va avoir un message qui a plus de résonance, plus d'impact. Parce que si on essaye en marketing de parler à tout le monde, on parle à personne. Bonjour et bienvenue dans Success Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés de l'immobilier. Je suis Nicolas Markovic et chaque semaine, nous plongeons au cœur de ce secteur dynamique et en constante évolution. Imaginez avoir un accès privilégié aux histoires les plus inspirantes, aux conseils les plus judicieux et aux stratégies les plus efficaces du monde de l'immobilier. Des professionnels chevronnés, des innovateurs audacieux et des experts visionnaires se joignent à nous pour partager leur expérience, leur succès et même leurs défis. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Salut Guillaume. Salut Nicolas. Bienvenue dans ce podcast Successimo et puis merci d'être venu aujourd'hui parce que tu as fait de la route en plus ce matin. Un petit peu, bon, je suis pas très loin, je suis quand même dans le sud, mais ouais, Nice c'est 3 heures à peu près. Ouais, 3 heures de route. Alors, on est dans le même sud, t'as l'eau plus claire chez toi quand même que sur Montpellier. Ah ouais, peut-être. Mais en tout cas, il pleuvait ce matin à Nice. Ouais. Et ici, il fait beau. Donc, ça va. On a un printemps un peu particulier, nous, je sais pas. Mais... souvent, là, c'est à Cannes, parce que moi, j'habite à Cannes. Mes bureaux sont à Nice, mais j'habite à Cannes. Et c'est la période du festival de Cannes. Et à chaque fois qu'il y a le festival, tu peux être sûr. Il y a la sauce tous les ans. Ils n'y échappent pas. À chaque fois, c'est ça. Génial. Alors, je suis très content que tu viennes parce que tu as un parcours qu'on va découvrir et tu as une présence surtout sur la toile, sur les réseaux sociaux. On essaie. Hein. Moi, je te suis notamment sur Instagram. Et tu as une manière de communiquer, je trouve, qui est particulière, qui est millimétrée, j'allais dire, organisée. Parce qu'il y a aussi quelque chose derrière que tu vends au travers de ton entreprise, etc., qui a un lien pur. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un exemple pour pouvoir derrière prétendre développer quelque chose. Et on va en parler, bien évidemment. Ouais. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est déjà qui est Guillaume ? Qui est Guillaume ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait ? Raconte-nous un petit peu. Yes. Bon, alors, qui est Guillaume ? Je suis du Sud, hein, donc produit du Sud, je suis né à Cannes. Ok. Voilà, après, d'un père entrepreneur. Donc, maman qui est dans la médecine, hein, donc IBOD, infirmière bloc opératoire. Donc, elle, le monde de l'entrepreneuriat, donc pas du tout, mais voilà, c'est une belle cause, hein, la médecine. Et du coup, j'ai fait, moi, mes études en business management. Hein, donc, master en business management dans le public. D'ailleurs, c'était fun parce que j'étais sur Sophia Antipolis et on avait l'école de commerce en face privée. Et nous, on avait les mêmes profs, sauf que nous, on ne les payait pas, quoi. Ouais. Mais bon, après, dans le public, c'est sur sélection. Donc non, ça va, à l'école, je travaillais quand même plutôt bien. Ouais. Je travaillais bien et un peu perturbateur aussi, mais ça passait parce que je faisais quand même des interventions qui étaient pertinentes. Enfin, du coup, ça va. Je me mettais quand même les profs dans la poche. Chouette. Donc je pouvais un peu perturber, mais ça va. Je travaillais bien aussi. Donc à l'issue de ça, j'ai fait du salariat dans le marketing, hein, marketing digital. J'ai bossé pour une boîte, c'était une boîte monégasque. Donc je faisais tout simplement le marketing sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Donc aujourd'hui encore ma zone d'expertise. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Mais j'avais vite une frustration, c'est-à-dire que quand j'étais salarié, on me disait, voilà, t'interviens juste là-dessus. Ce qui se passe avant, ça ne te concerne pas. Ce qui se passe après, ça, c'est quelqu'un d'autre, ça ne te concerne pas. Et j'étais curieux, je voulais avoir les tenants, les aboutissants. Donc bon, ça a été aussi nourri par mon père, hein, le fait de vouloir entreprendre. Ok. Mais ouais, après, ça s'est vraiment concrétisé quand j'ai expérimenté, quand j'ai eu des expériences
en tant que salarié et quand je voyais par exemple mes collègues. Donc déjà, je voulais tous les tenants aboutissants et quand je voyais des collègues qui étaient dans la boîte depuis 5-10 ans, je leur disais, toi alors, comment ça se passe? Et même, je venais la question aussi du salaire. Ouais. Et je me dis, mais non, mais je veux pas attendre 10 ans d'avoir Ouais, ça une ne faisait pas prime rêver, comme ça. quoi. Voilà, c'est ça. Je lui dis, mais non, j'ai suivi jusqu'à maintenant les conseils Je de vois mes l'idée. parents. J'ai fait des études, j'ai eu mon master. Maintenant, on m'a donné des conseils, c'est va dans une boîte, prends ton CDI. Mais je me suis vite rendu compte que c'est pas ce que je voulais. Ok. Voilà. Donc j'avais fait un CDD, il me proposait CDI, j'ai refusé. Waouh. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon allez, c'était après mes études, ça. Hein. Uh-huh. 6 mois de CDD. Après, on me proposait CDI, j'ai dit non. Je suis parti en Australie. Je me suis dit, allez, je vais partir quelques mois Ouais. loin de chez moi. Et du coup, ouais, j'ai bossé en Australie. Première expérience d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai rejoint des potes là-bas. Ouais. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des jobs dans la restauration ou alors ils faisaient du fruit picking. Tu vas dans les fermes et tu vas cueillir les fruits. Il n'y a pas même une obligation, je crois, quand tu vas là-bas au démarrage. Pour renouveler, c'est ça. Ouais, pour renouveler ton visa, ouais. Tu as 1 an qui est autorisé par le gouvernement. Je ne sais pas si ça a évolué, hein, parce que je parle de ça, c'était il y a quelques années. Mais en tout cas, ouais, c'était pour renouveler. Il fallait intervenir dans certains secteurs pour montrer que tu avais une utilité sociale. C'est bien, c'est bien. Ouais. Okay. Donc oui, c'est bonne politique, mais moi, ça ne m'excitait pas de me dire je vais cueillir des fruits pendant je ne sais pas combien de temps. Ouais, je vois l'idée. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé à utiliser mes compétences que j'avais acquéries avec les études, mais surtout avec mon expérience en tant que salarié, donc à faire du marketing sur les médias sociaux. J'ai utilisé cette compétence que j'ai revendue à quelques clients que j'ai fait là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rester un peu en Australie et financer aussi mon trip, quoi. Ouais, chouette. Mais différemment que certains qui faisaient, au lieu de cueillir de fruits, je faisais du consulting c'est ça, en marketing digital. Donc, je faisais de la pub sur Facebook, Insta, Google, pour certains, pour des clients là-bas. Donc ça a été ma première expérience. Ouais, tu as allié l'utile à l'agréable, si schématise. Parce que moi, j'ai quelques connaissances, des amis même, qui sont partis là-bas, voilà, comme tu dis, il y a quelques années en arrière, quand on était jeune, au moment de se dire la transition, vraiment passer à la phase adulte, responsable, créer une famille et autres, où tu pars, c'est les backpackers, je crois qu'on les appelle, sac à dos, les backpacks, c'est ça. Et tu fais le tour de l'Australie, justement, et tu te nourris d'une culture différente. Tu vois beaucoup de choses, tu apprends. Ouais. Et je trouve que c'est remarquable quand même d'avoir eu cette notion de dire on va passer quand même sur quelque chose qui a un intérêt pour moi, et puis je vais me servir quand même de mes bagages derrière, et donc dans tout ça, faire quelque chose, donc pas mal du tout. Ouais, écoute, c'était une bonne expérience. C'est vrai que je restais quand même pas mal avec des Français que j'avais rencontrés là-bas. Et tout de suite, tu sais, quand tu es au bout du monde, tu croises des Français, il y a tout de suite une connexion, quoi. Ouais, ça accroche. Mais j'ai rencontré plein d'autres cultures aussi, donc c'était cool. T'es resté combien de temps, du coup, là-bas? Alors, je suis resté 6 mois. Donc, ok. Super. C'est ni énorme, mais c'est l'occasion quand même d'un peu s'imprégner de la vie là-bas. Ouais, c'était sympa. Et après, du coup? Alors après, donc, je suis revenu ici. Je me suis dit, bon, je vais pas rester... j'ai pas envie de vivre aussi loin de ma famille, de mes amis. Enfin, c'est une expérience intéressante. Mais voilà, je trouve qu'on se sent chez soi, là où on a la famille, les amis. Donc je me sentais pas tout à fait chez moi non plus là-bas. Donc c'était juste le trip de faire une expérience hors de ma zone de confort. Cette fameuse, c'est comme ça qu'on évolue, la fameuse. C'est comme ça qu'on grandit. Et du coup, je suis revenu en France, donc je suis revenu à Nice. Et c'est là que j'ai continué à faire du consulting en marketing digital. Donc j'avais, on peut appeler ça une agence de marketing, une agence de marketing digital. Donc j'ai fait ça pour vraiment, j'avais pas une stratégie en termes de clients, je faisais à l'opportunité. Peu importe le business du client, que ce soit un restaurateur, un promoteur immobilier, je vois. Quelqu'un qui vend n'importe quel type de produit, je vendais des prestations sur le sujet.
Et après, j'ai eu une évolution où je me suis rendu compte que l'immobilier, je m'éclatais bien dans ce secteur. J'avais quelques clients du coup, qui faisaient de la transac dans l'immobilier. Et j'ai commencé donc à vraiment me spécialiser dans ce secteur. D'accord. Voilà. Donc au début, c'était que de la prestation, c'est-à-dire, moi je fais de la transaction, j'ai besoin de trouver des vendeurs, des gens qui veulent déléguer. Comment je fais? Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Ouais. Donc voilà, j'ai appris, c'est généralement ce que je dis, c'est que j'ai appris le marketing avec l'argent des autres. Parce qu'on me confiait des budgets, il y a eu des ratés. Hein. Ouais. Il y a eu des campagnes ratées, il y a eu des trucs qui n'ont pas fonctionné, mais bon voilà, donc tu t'arranges avec le client, tu dis bon voilà, je vais en faire une autre à mes frais, et du coup tu trouves des solutions. Mais c'est vrai que c'est une super école ça a été une super école pour me lancer dans le business, le fait d'apprendre le marketing avec le budget du coup de mes clients, et ça m'a permis de peaufiner en fait mes compétences là-dessus et d'arriver après à bien gérer le budget, à avoir des résultats pertinents avec mes campagnes. Et donc je me suis spécialisé dans l'immobilier. Et une fois que j'ai vu que ça fonctionnait pour mes clients, au bout d'un moment je me dis mais comment je fais pour toucher, avoir plus d'impact? Et donc c'est là où j'ai pris l'orientation aussi, donc non seulement de faire du consulting, mais aussi de la formation, accompagnement. Donc j'ai commencé à enregistrer en vidéo avec des documents un process, formation, pour les personnes qui souhaitaient profiter de ce savoir-faire et se former. Et donc là, j'ai pris un tournant où j'ai pu vraiment accompagner, là en 2 ans et demi, à peu près presque 1500 consultants qui ont pris mes formations. Et du coup, c'est vrai que je suis content d'avoir eu un impact comme ça, parce que derrière, on a des nouvelles du coup forcément, parce qu'on les accompagne, nos clients. Ils nous disent, voilà, tu as changé ma vie. Avant, je galérais à avoir des clients. J'avais une activité vraiment en dents de scie. Et aujourd'hui, j'ai appris à lancer une pub. J'ai des contacts, je rappelle, je prends mes rendez-vous. Et il y a une maîtrise. Et donc, ça rassure. Il y a une maîtrise, il y a une récurrence. Et c'est ce qui nous intéresse. Ici, généralement, quand tu crées une entreprise qui va te permettre de créer une vraie entreprise, c'est de répéter le succès. Tout à fait. Voilà, j'ai un client cette semaine, j'en ai un autre la semaine prochaine. Voilà, et si tu ne sais pas répéter le succès, c'est compliqué de créer une entreprise, commencer à avoir des équipes, etc. Quoi. Ok. Alors, et du coup, sur du coup, tout ton parcours, donc on a toujours cette notion marketing, marketing digital, en fait. Et ça, j'aime bien que tu l'aies dit et que tu sois honnête. C'est ça, ce qui est magnifique en général dans ce qu'on fait, et puis par exemple sur des discours comme le tien, c'est d'être honnête et de dire, voilà, moi j'ai essayé, je me suis planté, ok, j'ai su rebondir. Et en dehors de ça, parce que parfois c'est tabou de dire, on a fait un échec, on appelle ça comme on veut, on s'est planté, etc. C'est tabou, c'est malsain, non, on a tous à un moment donné mis un genou à terre. C'est impossible de faire des strikes à chaque lancée. Ça n'existe pas, d'accord? Surtout quand on démarre une activité, quand on se lance, quand on a une envie de beaux résultats aussi. C'est encore plus niveau d'implication, de stratégie, de tout ce que tu veux qui est différent. Et donc, de toute façon, il y a une multitude de problématiques et d'erreurs et d'échecs. Donc, c'est bien de le dire, tu vois. Et ce que j'aime bien dans ton parcours... Il ne faut pas en faire un tabou. Hein, c'est pas un échec, c'est un feedback. J'essaie quelque chose. J'ai un retour d'information, je sais que ça ne marche pas, donc je ne continue pas. Donc j'ai appris, c'est l'expérience, c'est une nouvelle façon de ne pas faire. Je peux écarter ça. C'est ça. Et l'expérience, ce n'est pas accumulation, c'est élimination pour moi. Ah, bien. Pour garder que ce qui fonctionne. C'est bien, mais ça te met sur cette voie, quoi. C'est un état d'esprit, si tu veux, que je vois beaucoup dans les entrepreneurs, dans les gens qui ont du succès. On a tous ce point en commun, si tu veux. Mais il y a souvent, en fait, cette paralysie même de personnes à la première difficulté, au premier genou à terre. Ça fait mal, mais ça fait mal pour tout le monde. Mais ça fait tellement mal qu'on n'a pas envie de renouveler, en fait, ce mal-là, et qu'on en oublie l'idée de départ, le pourquoi on a commencé ça, qu'on remet de côté les projets professionnels ou autres. Et je trouve que c'est dommage de se dire,
à la première difficulté, ou ne serait-ce même qu'à un niveau de difficulté un peu trop élevé, on lâche. Ouais. Et juste de se dire, en fait, mais c'est pas l'idée de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais c'est de se dire, faites-vous à l'idée que de toute façon, c'est obligatoire de passer par ce processus-là. On en parlait même avant les... Il y a des galères à gérer. Voilà. Il faut être humble, je pense. Il ne faut pas mettre trop d'ego. Parce que si on prend tout pour soi, le fait qu'il y a un truc qui ne marche pas, on se dit on se flagelle, on se dit je suis nul. Non, c'est pas le bon état d'esprit qui va faire avancer. Ouais. L'état d'esprit, c'est plutôt OK, ça ne fonctionne pas. Comment je peux faire pour me servir de ça et continuer d'avancer. Il faut être humble, je pense, face à l'échec. 100%. Ouais. Sinon, on prend trop les choses à cœur et on se dit c'est moi, c'est de ma faute, alors que non, ça fait partie du processus. C'est bien, voilà, c'est bien juste à un moment donné, de se dire où est-ce qu'on a fait quelque chose qu'il faut améliorer. Ouais. Mais comme tu le dis, il ne faut pas aller jusqu'à se flageller. Eh oui. Eh oh, cool. Et ce que j'aime bien dans ce que tu racontes aussi, c'est la deuxième phase de je bosse. Je fais le choix au démarrage de faire multi-activité vis-à-vis de mes clients, d'accord, pas me spécialiser dans un domaine, mais au fur et à mesure du temps, je regarde ce qui se passe, je prends plaisir peut-être avec un groupe plus qu'un autre, je vois ce qu'on peut faire, le potentiel, et après tu te dis, feu, maintenant je m'oriente vers l'immobilier, et puis c'est pour ça que tu es là, parce qu'on fait de l'IMO, et tu t'orientes vers ce secteur, et donc tu m'annonces des chiffres quand même qui sont costauds. 1500 clients, c'est que des pros de l'immobilier alors? Ouais, c'est ça. En 2 ans, 2 ans 2 ans et demi, ouais, c'est ça. C'est costaud bientôt quand même. 3, ouais, c'est pas mal. C'est un beau résultat, bravo. Ouais, ça fait, merci. Ça fait... Maintenant on est à peu près à 40 clients, c'est 40 clients mois, tu vois, à peu près. Ouais. Ah ouais. Et en plus, là-dedans, tu te dis, moi, j'ai ma compétence dans ce domaine, j'ai mon expertise, ok, j'ai mes résultats. Et comment t'es venue cette idée, justement, de dire, maintenant, je vais proposer, justement, on va essayer d'aller plus dans le détail, je vais proposer tout ça sous forme de formation, comme tu l'as dit, je mets en place, maintenant sur papier, tous mes process, je filme et je mets à disposition de ceux qui le veulent. Comment t'en es venu à cette idée, et 2, pourquoi tu t'es dit, je vais l'appliquer, je vais le mettre à disposition, je vais faire tout ça. Et puis après, c'est du travail aussi pour toi. Parce que c'est pas juste je filme, acheter et basta. C'est qu'il y a plein de choses à faire derrière. On est sur une gestion d'entreprise encore différente. Oui. J'ai envie de dire, si j'ai fait ça, c'est presque par flemmardise. C'était pour pas répéter 1500 fois le discours. Je l'ai fait une fois. Ouais. Et du coup, il peut y avoir bien sûr 100 personnes en même temps qui le voient. Non, mais c'est plus... là, vraiment, le conseil que je pourrais donner par rapport à ma petite expérience, c'est j'ai appris, je me suis formé. Donc, cette évolution, parce que je me suis retrouvé, du coup, quand on vend de la prestation, on intervient, on passe du temps, on fait les choses. Et derrière, il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que les journées, elles sont limitées. Voilà. Si je veux plus d'impact, comment je fais? Et donc, j'étais obligé de m'intéresser un peu à ces questions. J'ai commencé à me former, j'ai eu des mentors sur le marché américain qui font du consulting. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce tournant qu'ils ont pris, qui leur permettent d'avoir un impact plus important. C'est-à-dire, ils ont le modèle où ils le font pour le client, mais ils ont aussi le modèle où le client est indépendant et il apprend. Ils ont plusieurs façons de délivrer en fait la valeur. Ok. Et c'est vrai que c'est ce qui te permet de casser le plafond de verre, d'aller chercher après des chiffres. Tu regardes les chiffres aussi, mais aussi délivrer la valeur à plus grande échelle, quoi. Ok. Donc c'est vraiment en me formant. Et donc là, le conseil que je peux donner, c'est les premiers, moi c'est ce que j'ai fait, les premiers milliers d'euros que tu as de côté, plutôt que de te dire, je vais investir. Généralement, c'est ce que font les gens. Ils disent, je vais investir dans l'immobilier, je mets tout là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'apologie, il y a de la promotion autour de ça. Il faut investir dans l'immobilier, c'est la seule chose. Mais pour moi, le premier des investissements à faire, c'est dans ses compétences. Voilà. Et j'ai appris avec mes études, mais j'ai plus appris avec des mentors qui ont les résultats que je veux. Parce qu'avec du recul, quand je revois les profs qui me faisaient les cours en master, finalement, les résultats qu'ils avaient, c'était pas forcément excitant pour moi.
avec du recul, parce que j'en voyais un arriver avec une petite bagnole sur le parking, à fumer sa clope. Là, je me dis finalement, c'était pas des résultats que je voulais, quoi. Ouais, Mais j'écoutais quand même. Donc après, j'ai pris ce recul et aujourd'hui, je paye des personnes qui ont les résultats que je veux. Donc le style de vie que je veux, les chiffres que je veux. Et donc c'est vraiment en faisant cette démarche-là que j'ai pu faire des bonds en avant, apprendre, faire évoluer mon business. C'est en payant tout simplement les gens qui ont les résultats que je veux. Ouais, je donc, vois. si j'ai un conseil à donner, les premiers milliers d'euros de côté, il faut l'investir sur ses compétences, parce que c'est ce que j'ai fait moi, hein, si tu montes en compétences, tes revenus vont augmenter. Et après, donc, pour moi, le processus d'investissement, c'est en premier, ses compétences. Je monte mes compétences, je monte mes revenus. En deuxième, si on veut développer son entreprise, ça peut être du marketing, des équipes commerciales, voilà, si on veut développer un business. Et seulement en 3, l'immobilier. Ouais. Voilà, pour moi, c'est le processus. Je vois tout à fait. Voilà. Ouais. Et ce qui est vachement intéressant dans ce que tu racontes, c'est cette notion de mentor, de personne inspirante. Parce que moi, si je te raconte un peu ma vie, parce qu'on ne se connaît pas plus que ça. Hein. Oui, c'est vrai que je t'ai laissé me poser des questions, mais je peux t'en poser aussi peut-être. Ouais, le but, c'est... Ouais, tu peux. J'aime bien que les invités prennent quand même le pas et puissent un maximum s'exprimer, donner leur vision, leur parcours, tout ça. C'est pas moi qui mets en avant dans ce podcast-là. Mais t'as des choses aussi à partager. Hein. J'ai plein de choses à raconter. Et il y a un truc, si tu veux, c'est que si je te raconte un petit peu, moi je suis issu d'une classe moyenne, si tu veux, avec d'une famille très simple, papa policier, maman qui était mère au foyer, tu vois. J'ai pas du tout manqué de quoi que ce soit. Mais tu vois qu'il y a un niveau quand même, si tu veux, déjà de revenus et autres, même d'état d'esprit général, qui reste dans une moyenne française. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, et ça, c'est ancré. J'ai toujours été attiré par des belles choses. Belles voitures, beaux voyages, etc. Je n'explique pas pourquoi, d'accord ? Mais issu de ça, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études en plus. Donc, quand tu ne fais pas beaucoup d'études, tu restes dans cet état d'esprit où on t'a inculqué depuis jeune, mon garçon, tu vas remonter les manches, tu vas bosser, et puis tu vas grimper les échelons un à un pour arriver à un petit poste de responsabilité dans une entreprise, etc. Moi, ce n'était pas la vie que je voulais. Et en fait, je cherchais, depuis assez jeune, à me dire comment ces personnes-là, elles ont réussi. Comment lui, qui déboule, là, tu vois, chez mon voisin, je me rappelle, hein, on avait un voisin, première maison que j'achète, j'ai acheté à 19 ans, ma première maison. Et mon voisin, il a un invité qui arrive chez lui avec une Porsche. Je me rappelle, une 993, il arrive, elle faisait un bruit magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je sors de chez moi. Je vais voir le voisin, je vais voir le mec, je commence à discuter, la Porsche est magnifique, monte dedans, démarre là, moi comme un fou. Et tout de suite, comment tu fais quoi dans la vie ? C'est des bonnes questions à se poser. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, etc. Et puis 1, et puis 2, et puis 3. Et après, je suis parti dans un schéma où j'essayais un maximum de prendre des informations sur ce qui se passait, sur ces personnes-là qui ont un style de vie qui correspondait à... Qui ont les résultats que tu veux. Ouais, c'était même pas que je les voulais, mais quelque chose qui me faisait rêver déjà. Oui, qui t'inspire. Qui m'inspirait. Je vois. Et puis je découvre rapidement en fait que tu peux arriver de n'importe où, géographiquement, dans ton environnement familial, etc., niveau d'études, niveau de compétences, etc., mais qu'il y a des ingrédients qui font que tu peux aller là où tu as envie d'aller. Et je découvre ça, et à partir de là, justement, je vais beaucoup plus loin, et comme tu le dis, où je vais chercher des personnes pour m'inspirer, je vais chercher des personnes pour avoir des réponses à des questions. Et en fait, je me retrouve un petit peu dans une nouvelle éducation de vie, et puis une éducation scolaire où je n'adhérais pas trop ce qui se passait à l'école. Mais là, une éducation de vie où là, j'adhère, et je me dis, mais le chemin des possibles est infini, et ça va être génial. Et donc, je suis très content que tu t'abordes ça, parce que pour moi, c'est ce qui a changé ma vie, et c'est ce qui fait que t'as posé les questions que j'avance aujourd'hui. Voilà. Aux personnes qui étaient inspirantes et qui avaient, en un sens, le résultat que tu aurais, que tu veux aller chercher. Mais dans le détail de ce que tu dis, c'est que ça, il faut l'avoir entre guillemets en permanence. Il faut toujours avoir quelqu'un qui nous inspire. Il faut toujours avoir un mentor. On peut même avoir des personnes inspirantes décédées. Hein. Bien évidemment, on peut avoir des parcours. Alors oui, c'est différent, mais des parcours... moi, je regarde des parcours extraordinaires, Steve Jobs, etc.,
ou je regardais tous les films, lu les biographies, les trucs, etc. Tu dis, mais comment il en est arrivé là? Et, oui. Et souvent, on fait que nous répéter, on dit, apprends de tes erreurs. Mais finalement, moi, je trouve que on peut prendre des raccourcis et plutôt apprendre des erreurs des autres. Exactement. Et c'est beaucoup plus plaisant, plutôt que se prendre soi-même à chaque fois les gifles quand on fait des erreurs, de se dire, se servir de l'expérience d'un autre et d'éviter ses erreurs. 100%. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que quand il y a... donc, il faut aller chercher des personnes d'expérience. Donc, quand il y a une personne qui a de l'expérience et une personne qui a de l'argent qui se rencontrent, celui qui a de l'expérience, il gagne de l'argent, et celui qui a de l'argent, il gagne en expérience. Donc, c'est vase communicant. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut appliquer et pas avoir peur de se dire, je vais payer cette personne pour c'est la base de vérifier que la personne a les résultats, est légitime. Ouais. Mais une fois que ça, c'est fait, le casting il est fait, derrière, il faut avoir ce réflexe. Et tous ceux que je connais qui vraiment font des gros chiffres, ils dépensent aussi beaucoup dans leur développement. Tout à fait. Voilà. Ils n'ont pas peur, ils ne comptent pas. Je suis bien d'accord avec toi. Et ça, malheureusement, la plupart des gens, ils ne vont pas compter quand ils vont s'acheter le jean de marque, le dernier téléphone. Là, ils ne vont pas compter. Mais par contre, quand c'est une formation pour évoluer, là, ils vont compter. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas compter quand on investit sur ses compétences parce qu'on va monter ses revenus. Et après, faire attention avec les dépenses, l'ostentatoire. Ouais, ça, c'est vraiment après. C'est compliqué d'investir sur soi. Moi, je regrette de l'avoir fait. Je l'ai fait peut-être à partir de 26, 27, mais je sais que j'aurais pu le faire avant. Voilà, on ne comprend pas. Ouais. On croit que c'est un discours commercial qu'on tient en disant ça. Ouais. Mais on s'en rend compte que j'ai un peu la même vision que toi. C'est que j'ai mis longtemps avant de payer une première formation. Tu vois, je me suis beaucoup documenté avant. Rencontrer des gens physiquement, commencer à acheter des livres, etc. ou autres. Et j'ai mis vraiment un moment avant de dire le next step, en fait, c'est des formations payantes. Aujourd'hui, ça commence un tout petit peu à rentrer dans l'état d'esprit de monsieur, madame, tout le monde, un tout petit peu. Il y a 10 ans en arrière, c'était encore... Après, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Ça, c'est une compétence qu'il faut développer. C'est bien choisir ses mentors. Ouais. Parce qu'en ligne, il y en a qui vont être bons en marketing, mais rien délivrer. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Il faut faire attention à ça. Mais sinon, oui, moi, si je vends bien aussi quand je fais, par exemple, un sales call, c'est-à-dire une visio pour vendre un accompagnement, c'est parce que, naturellement, en fait, comme je le fais moi aussi, et que je suis convaincu, parce que ça m'a aidé par le fait que ça aide, c'est plus facile d'être convaincant en sales call. 100%. C'est ça. Ouais. C'est cohérent, quoi. Et ce qui est intéressant, ça me vient à l'esprit, c'est que tu as ces niveaux de certitude qui reviennent quand même. Pour moi, je vais parler. C'est qu'au début, la première fois, tu sais que j'hésite à prendre une formation payante. Là, je crois que c'était 1 500 €. Je me dis, putain, quand même, 1 500 balles, machin et tout. Et puis je dis, vas-y, feu, j'y vais parce que je vois l'intérêt, etc. Et à l'inverse de ce que tu as dit, c'était justement sur de l'investissement locatif. Ok. Ouais. Et pourtant, j'étais déjà pro de l'IMO. J'avais déjà fait de l'investissement. Mais je cherchais des détails complémentaires qui me permettraient en fait de passer des steps, tu vois. Et sur la multitude de sujets abordés, tu vois, il y avait peut-être 90% où, pour moi, c'était déjà de l'acquis. Il y a peut-être que 10% en fait où j'ai appris des trucs, mais ces 10%-là m'ont permis de gagner des dizaines, de centaines, même des centaines de milliers d'euros, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ouais. Et j'ai continué, et tous les ans, enfin, moi, j'achète des formations ou des coachings ou des masterminds, etc. Et là où je veux en venir, c'est que tu payes cette petite formation, etc. Tu rentres dans un monde après où tu vois que les autres aussi sont dans la même dynamique, parce qu'il y a souvent des groupes d'entraide, etc. Et un deuxième, et un troisième, etc. Et après, tu découvres, pour ma part, justement les étapes d'après où là, c'est du coaching personnalisé avec un billet d'entrée plus élevé. Tu découvres les masterminds avec des budgets très élevés. Et j'ai ce sentiment pareil de départ où on me dit, est-ce que c'est un peu de la flûte enchantée? Cette histoire de machin, on me dit qu'il faut faire du réseau pour après avancer, avoir des réponses faciles. Et quand même, le mastermind, 10 000 €. Ah ouais. Tu vois, après, le gars, c'est vrai qu'il peut être là aussi pour vendre, mais généralement, ceux qui ont des business à succès dans la formation, le consulting, ceux qui créent vraiment des gros trucs qui fonctionnent bien, généralement, ils délivrent plus de valeur que ce que la personne va payer. C'est ça. Sinon, il n'y a pas
il n'y a pas de business. Je veux dire, si à chaque fois il délivre un produit, il coûte plus cher au client et il a moins de valeur, bah, c'est compliqué d'aller scale, d'aller développer. C'est pas possible. Mais non, c'est ça. C'est pas Donc, possible. il faut se concentrer quand tu es dans le consulting là-dessus. C'est-à-dire, voilà, mon client, il paye 1000, mais il gagne 10, 15, 20, 50 avec. Sinon, il n'y a pas de business, quoi. Puis tu as la bulle qui éclate vite, si tu veux. Comme on l'a vu à l'époque, là, il y a quelques années en arrière, il y avait un phénomène de... ça revient, là. Les crypto-monnaies, te vendaient des formations, etc., développer vos compétences. Et puis, tu avais trop un discours marketé et autres avec des choses qui étaient insensées. Et aujourd'hui, ils n'existent plus. Tu prends quelqu'un de sensé dans la formation, si tu regardes un minimum son historique, voilà, par exemple 1500 clients, tu n'aurais jamais fait 1500 clients à un moment donné si tu n'apportais pas une valeur ajoutée à quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, c'est généralement aussi des discours que je tiens, c'est qu'aujourd'hui, 100% de mes clients, je les ai obtenus sur Facebook, Insta, Google, YouTube. Donc aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, je fais 100% de mon chiffre avec les clients obtenus comme ça. Donc je suis légitime pour te dire comment avoir des clients sur ces médias, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que généralement, je recentre là-dessus, quoi. Moi-même, j'en profite. Ouais, et tu me fais une très bonne introduction, parce que c'est un sujet que je veux aborder avec toi. Parce que les réseaux sociaux, moi, j'ai appris sur le tas. Comment gérer un petit peu mes réseaux sociaux. J'y ai compris depuis très longtemps qu'il pouvait y avoir un intérêt professionnel à se lancer là-dedans. J'étais même un des premiers à l'époque, c'était sur Facebook. C'était pas encore Instagram, c'était pas tout ça. Ouais. J'étais un des premiers, je te parle de ça, ça fait un peu plus de 7 ans que j'ai créé LGM. Quand j'ai commencé, donc il y a 14 ans, je crois, en arrière. 14 ou 15 ans en arrière. Là, on est en 2024. Tu fais ton calcul. Je crée un profil Facebook professionnel. Ça n'existait pas. Personne ne faisait ça. À l'époque, c'était le démarrage de Facebook, plus ou moins. Et on était entre potes à mettre les photos de soirée. Et moi, je me dis, ça prend de l'ampleur, etc. Je vois l'intérêt. Je crée un profil d'un point de vue professionnel. Donc, j'étais conseiller en immobilier. Et ça a tout de suite marché. Ça a pris de l'ampleur. Les gens se sont intéressés, etc. etc. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que toi, aujourd'hui, c'est ta spécialité que de vendre un produit lié aux réseaux sociaux, à comment obtenir des clients plus facilement au travers de toutes ces plateformes qui existent. Et donc, tu es présent pour montrer que si aujourd'hui je vous vends ça, c'est quand même que je sais le faire. Puis tu le fais quand même d'une manière plutôt bonne. Merci. Et non, mais sincèrement. Mais il y a un élément que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est que quand on se lance dans les réseaux sociaux, on se lance en fait à la vue de tout le monde, d'accord? On n'est pas juste en train de mettre les photos avec les copains, avec notre cercle d'amis qui va être plus ou moins agréable avec nous. On a en fait en face de nous des personnes qui vont pouvoir nous juger de la manière qu'ils ont envie d'interpréter les choses. On a cette facilité en plus derrière un écran d'être un peu plus critique. Et comment ça s'est passé ou comment ça se passe avec toi? Est-ce qu'il y a le côté bienveillant des gens, et est-ce qu'il y a un côté moins bienveillant aussi par rapport à des posts que tu fais, au marketing que tu mets en place? Alors, c'est vrai qu'il y a une approche à avoir si on veut se mettre en avant. Alors, déjà, il faut savoir que on n'est pas obligé de se mettre en avant pour avoir des contacts. On peut le faire du point de vue, quand je lance des campagnes, il y a des campagnes où je me mets en avant et d'autres non. Une campagne de pub. Il faut bien séparer. Il y a le payant, donc ça c'est campagne de pub, et l'organique. L'organique, c'est je publie, je développe de manière organique, c'est-à-dire manuellement, entre guillemets, avec un peu de technique à maîtriser, mais manuellement, je développe ma communauté, j'ai de la visibilité en postant, en story, etc. Les hashtags, il y a différentes façons d'être vu. Donc ça, c'est l'organique. Donc ça, c'est le non payant. Et après, il y a la partie payante. Mais on n'est pas obligé de se mettre en avant. Il y en a qui font une bonne promotion avec une campagne, ils ne se mettent pas en avant, ils le font plutôt du point de vue institutionnel, réseau, entreprise. Voilà. Il y a le branding et le personal branding. Le personal branding, on se met en avant. Branding, c'est plutôt l'enseigne. Voilà. Donc il y a les deux façons de faire. Mais dans le cas où on se met en avant, parce que moi je le fais et ça fonctionne, on fait des ventes grâce à ça, c'est-à-dire qu'on ramène à notre cause des prospects avec mon compte Insta.
Mais derrière, il ne faut pas mettre trop d'ego, c'est-à-dire que je sais qu'il y a un besoin sur mon marché. Voilà. Mes clients, ils me payent pour un problème, ils veulent plus de clients. Ouais. Voilà. Donc, ils ont ce problème-là. Donc, moi, le fait voilà, que je sois brun, mon physique, tout ça, je le mets en second plan. Je lui dis, je suis ambassadeur de la solution. Ok. Il y a un problème sur mon marché, j'ai une solution, bah, je me contente juste d'être ambassadeur. Et peu importe ce qui va se passer, je sais que je réponds à un besoin. Donc, il faut déjà avoir une bonne approche de marketeur. C'est-à-dire, j'identifie un problème dans une niche. Ouais, je vois. Je résous ce problème. Et donc, bah, mon message, il va être bien reçu. Voilà. Donc déjà, ouais, je vois. Voilà. En étant sur ces bases-là, ça peut que bien se passer, même si tu n'es pas un bon orateur, quelqu'un qui passe bien la caméra, tu vas quand même avoir un intérêt parce qu'il y a eu un problème identifié. Et tu as le bon message parce que tu as bien analysé ta clientèle, donc ton avatar client, c'est ce qu'on dit en marketing. Et donc à partir de ce moment-là, comme tu les connais bien et que tu sais quelles sont leurs frustrations, leurs problèmes, et que toi tu leur apportes la solution, bah, c'est plus facile dans cette dynamique-là d'aller se montrer. Et j'aime bien l'image que tu mets avec ces deux filtres, je peux appeler ça, où j'ai la mise en avant de la problématique que j'ai visualisée. Et moi, je suis un ambassadeur. C'est ça. Et pas l'inverse. Oui. Où je me mets en avant, mais en avant pourquoi, voilà, ou plus après on est dans l'influenceur en fait. Ouais. C'est là où on doute, où on n'est pas sûr, c'est quand on n'a pas bien identifié son marché, on n'a pas bien identifié le message à leur apporter. Et c'est là où, du coup, on est dans le doute, on n'est pas sûr. Ouais, je comprends. Mais après, évidemment, il y a des... ça arrive sur un post, il y a des commentaires négatifs. Bon, quand c'est pertinent, on va répondre. Si c'est pas pertinent, bah, on dégage. Je veux dire, dans l'immédiat, ceux qui critiquent, c'est pas eux qui payent les factures, on s'en fout. Nous, on se recentre sur les clients qu'on a eus, les vies qu'on a changées, et la mission, elle est belle. Et on continue. Voilà, c'est ça. On se concentre là-dessus. Et du coup, je reviens à une question. Tout à l'heure, on parlait d'entreprendre. Pour moi, c'est pas se lever un matin, avoir l'idée du siècle, mais c'est plutôt observer ce qui se passe sur le marché, identifier un problème, apporter la solution, et le produit, ton offre se vend d'elle-même. Et je pense, je fais la parallèle avec les consultants immobiliers. C'est vrai que c'est important d'identifier, de se positionner, c'est-à-dire, voilà, est-ce que mes clients, moi je suis plutôt à l'aise avec l'investisseur, ou celui qui achète de la résidence principale, ou celui qui veut des pieds-à-terre, l'étranger qui veut des pieds-à-terre, par exemple, suivant les zones. Donc c'est important de segmenter comme ça, parce que du coup, on va avoir un message qui a plus de résonance, plus d'impact. Parce que si on essaye en marketing, il faut vraiment penser à ça. Si on essaye de parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, 100%, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Si voilà, y a des gens dans une salle et tu dis et vous qui êtes dans cette salle, ça aura moins d'impact que si tu dis et vous, les investisseurs immobiliers, ou vous, les chirurgiens esthétiques. Et s'il y en a dans la salle, tout de suite, le message, à 100%. Il a plus d'impact que si on veut s'adresser à tout le monde. Voilà, donc un conseil sur les réseaux sociaux, identifier des clients avec qui vous êtes à l'aise, et donc segmenter un peu. Parce que si vous dites, voilà, je vous offre une estimation, si tu dis, je vous offre, vous qui êtes investisseur, des produits qui correspondent à des bons produits dans du locatif ou c'est plus pertinent. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a... Là-dedans, on a un deuxième niveau que je voudrais aborder avec toi. C'est du contenu que tu vas du coup travailler, réfléchir. Et j'aimerais justement comprendre le travail réfléchir. Parce qu'il est pas facile à interpréter et peut avoir une connotation très rapide. C'est lié à un style de vie ou des produits haut de gamme ou de luxe. Par exemple, tu as une belle voiture. Tu ne te caches pas, par exemple, de mettre en avant, de filmer, etc. ou autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir une notion en termes d'approche pour ne pas franchir le cap de
je suis un peu justement la personne qui va trop mettre en avant un succès qui n'a plus rien à voir avec la cible, l'avatar, etc. Et alors justement, comment tu réfléchis à ça? Comment tu le travailles? C'est quoi l'idée? Il faut comprendre, je ressens sur mon business, donc le consulting, il y a 3 grands marchés dans le consulting. Donc il y a le marché argent, c'est-à-dire les gens sont prêts à payer du conseil et une formation pour faire de l'argent. Ouais. Après, il y a le marché santé, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour être en meilleure santé. Du fitness, du nutritionniste, voilà, là, je parle du marché du consulting. Hein. Et donc, ils sont prêts à payer pour être en meilleure santé. Et après, 3e grand marché, c'est tout ce qui est relation. Donc, les gens sont prêts à payer pour avoir une meilleure relation aux autres. Ça peut être dans son couple, ça peut être je vois. avec son patron, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est 3 grands marchés. Moi, je suis dans et dans chaque marché, après, il y a des niches. Donc moi, je suis dans le marché argent. Donc les gens me payent pour développer leurs chiffres. Hein. Ouais, bien sûr. Donc là, ce sont des consultants IMO, donc voilà, des indépendants. À 90%, 10% sont plutôt des personnes qui ont la carte T et qui ont des équipes. Voilà. D'accord, ouais. Mais du coup, voilà, je suis dans le marché argent, dans la niche immobilier, et du coup, les gens me payent pour développer leurs chiffres, et donc je suis obligé de jouer le jeu et montrer que j'arrive à en faire, sinon je ne suis pas légitime. Ouais. Si demain, je montre une poubelle, une voiture toute rouillée qui grince et que je me présente comme ça, tu te dis mais comment il va m'apprendre à faire de l'argent il en a pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc c'est en ce sens-là, mais après oui, c'est un juste dosage, il faut s'adapter à la culture, parce que c'est vrai que j'ai quelques comptes et mentors que je peux suivre aux États-Unis, il y a des choses que je peux pas faire. Ils sont quand même bourrins au niveau de l'argent. C'est ça. Après, ça se démocratise aussi. Il ne faut pas non plus en faire un tabou, parce que je veux dire, on est dans une relation avec mes clients où forcément on parle d'argent, parce que c'est ce qu'on veut faire ensemble. On va aller chercher des commissions, des clients. Donc, il ne faut pas non plus en faire un tabou, parce que si on n'en parle pas, c'est qu'il y a un problème. À un moment, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas oublier que je suis dans ce marché-là. Les gens qui font appel à moi, c'est pour développer... C'est pas pour développer avoir des abdos, c'est ni pour je vois. améliorer leur relation dans le couple. Non, c'est pour aller chercher des clients, du chiffre. Donc, il faut que j'endosse volontairement aussi ce costume de dire, je sais faire de l'argent, j'ai des clients avec mon business et je vais vous apprendre ce que je sais pour vous aider. Voilà, faut être à l'aise avec ça. Faut être à l'aise avec qui on est, avec l'image qu'on projette. Comme tu l'as encore une nouvelle fois dit, s'inspirer. Mais de façon humble, quoi, juste dire que ça m'a aidé, moi, dans mon business, et je suis content d'en parler à d'autres, parce que je sais que ça va les aider. Voilà, et tu vois, ça me rappelle une petite histoire. Alors là, c'est extrême, ok. Je ne donne pas cette histoire pour faire un exemple, mais c'est parce que c'est frappant. Je me retrouve à table avec Cédric Anissette. Je ne sais pas si tu connais. Oui, si. Voilà, j'étais avec Cédric, avec Kevin donc Marie. Plus marché, donc argent dans le consulting, mais investissement immobilier. Voilà, investissement immobilier, développement aussi, bourse, business et tout ça. Voilà, tout est lié à l'argent sur plusieurs piliers. Mais le but, c'est faire fructifier en fait son patrimoine, monter les niveaux, etc. D'accord. Et on était à la table comme ça, etc. Parce que j'avais fait en fait une première formation, j'avais fait des trucs, etc. Et puis on s'était vu quelque part. Et puis après, il m'avait invité à une conférence où je suis passé intervenant en fait pour ses clients. Ok, sympa. Et tout ça, voilà. Et puis on était là en train de discuter. Et puis je lui dis, tu sais Cédric, pourquoi je me retrouve à cette table? Pourquoi ou à cause? Je lui dis, c'est à cause de ta Lamborghini. Et alors, il sourit comme ça, il me dit, raconte-moi. Et je lui dis, si je suis honnête avec toi, au début, je voyais un peu ta communication, tout ça, ça m'intéressait, mais sans trop m'intéresser. Je me disais, c'est un peu la caricature, tu vois. Et puis, à un moment donné, tu fais une vidéo avec la Lamborghini que tu venais d'acheter. J'adore les voitures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'intéresser à la vidéo. Et oui. Puis, tu parles de la Lamborghini. Et puis, tu es très fort en marketing, Cédric. Je lui dis, tu as une manière après de switcher, de passer sur ce que tu as à dire en fond, qui est lié après à ton offre, etc., etc.
Et puis, je me retrouve à cliquer sur un bouton qui m'amène sur un tunnel de vente, où là, tu maîtrises aussi bien les choses, et tu m'amènes une valeur ajoutée non négligeable, et ça m'intéresse. Et puis, à la fin, je clique sur le bouton « Acheter la formation ». Mais tout part d'une Lamborghini. Et je lui dis, c'est marrant, parce que, tu vois, on peut même avoir une image au démarrage qui peut pas forcément être reluisante, mais à la fin, je me retrouve à manger avec lui, puis c'est quelqu'un qui est exceptionnel quand même en termes d'état d'esprit, d'entrepreneuriat, de plein de choses, etc. Et puis, je lui dis cette histoire, et puis il me dit, je vais t'expliquer maintenant pourquoi je souris. C'est parce que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait dans mon business que d'acheter cette Lamborghini. Et oui. Il me dit, parce que tu n'es pas le seul à m'avoir raconté une histoire plus ou moins similaire. Et le nombre de ventes, de clients associe beaucoup, que j'ai fait grâce au post que j'ai fait avec cette bagnole, il me dit, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma boîte. C'est fou, hein. Non, mais ça ne m'étonne pas. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que si derrière, on se penche un peu sur la théorie par rapport aux motivations d'achat et au processus de décision, quand on décide d'acheter un produit, généralement, c'est d'abord l'émotionnel qui va nous faire pencher pour un produit et donner envie d'acheter. Donc c'est d'abord le côté émotionnel. C'est ce qui s'est passé. Après, on a besoin du côté rationnel, donc logique. C'est pour ça qu'une fois qu'on a vu la Lamborghini, on va creuser un peu plus, regarder le programme, le détail, voir si c'est cohérent, si l'info est pertinente. Et après, il y a le côté rationnel qui vient valider. Mais c'est d'abord le côté émotionnel. Tu vois, c'est le processus que tu as évoqué. C'est je suis dans l'émotion, je kiffe les bagnoles et tout. On est dans l'émotion. Et après, je regarde quand même. Donc, il y a mon côté, la raison, qui reprend le dessus. Et je regarde si ça colle bien avec ce que je veux aller chercher comme info. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie du processus. Et pour donner un peu de valeur là, sur quoi publier sur Instagram, par exemple, pour un consultant IMO et faire une parallèle, s'il faut donner un fil rouge sur des choses qu'il faut poster, c'est vrai que ça revient autour de... Il y a 3 lettres, donc c'est A, V, R. Donc A, c'est attirer l'attention. Donc généralement, on attire l'attention plutôt avec du contenu sympa. Tu parlais d'une belle voiture, ça peut être... tu montres que tu voyages, qu'il y a des choses, que tu as un style de vie qui inspire. Donc ça t'attire l'attention avec ça. V, c'est la valeur. Donc V, c'est faire du contenu autour de... Donc donner du conseil, de la valeur à ses clients. Quelqu'un qui veut vendre sa maison pour la première fois, moi, admettons, je suis consultant, j'ai fait 50 ventes, j'ai de la valeur à délivrer là-dessus. J'ai des conseils à donner à ces personnes. Donc ça va permettre de montrer que tu es légitime, créer l'autorité par rapport à ça. Et après, R, c'est créer la relation. Donc créer la relation, c'est expliquer un peu son parcours, d'où je viens, pourquoi aujourd'hui je suis compétent sur la partie transaction, par exemple, je performe bien, mais d'où je viens, Quelles ont été les étapes, ça permet de se connecter à la personne. Ok, je vois tout à fait. Voilà. Tout comme moi, j'ai pu expliquer mon parcours, on se connecte plus facilement que si j'arrive, je dis aujourd'hui, j'ai 1000 clients, tu comprends, il y a eu un processus, Donc ça, c'est autour de ces thèmes-là que ça doit transiter. Donc il peut y avoir un poste où il y a les 3 qui sont mis en avant, c'est-à-dire j'attire l'attention, je suis dans un bel endroit, un beau cadre, ou quelque chose qui donne envie, j'attire l'attention avec le poste. Dans la description, je vais pouvoir donner de la valeur, des conseils, et créer aussi un peu la relation par rapport à se faire un petit storytelling, travailler un peu son histoire. C'est quelque chose qui se travaille aussi, parce que sinon, on s'entraîne, il faut faire quelque chose qu'on retienne quand même. Donc, chaque entreprise a son histoire, storytelling, donc ça, à travailler, donc important. Et voilà, et du coup, il peut y avoir tout dans un poste. Et après, ce qui est important, c'est faire des appels à l'action. C'est-à-dire, aujourd'hui, je cherche encore 3-4 propriétaires à aider pour vendre leurs biens. Si vous êtes intéressé, donc ce mois-ci, j'en cherche encore 3-4. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi vente. Ok. Voilà, c'est un appel à l'action. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Donc là, je ne peux pas faire de quelqu'un qui ne connaît pas un marketeur là, en 3 minutes, mais au moins, j'essaie de donner un petit fil rouge de quelque chose qui peut être exploitable. Au moins, ça donne un peu, ça recentre un peu les choses. Et après, l'erreur que je vois souvent, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'action. Parce que si on se monte chez le notaire, on donne du conseil, et après, merci, au revoir. Non. Derrière, il ne faut pas oublier à la fin, par exemple, des stories qu'on poste. Voilà, aujourd'hui, si vous souhaitez vendre,
ou ça peut être du texte, hein. Je cherche encore ce mois-ci ou cette semaine voire 2 propriétaires que je peux aider à gérer leur vente. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi mai 2024 si on est en mai, ou envoyez-moi vente. Et voilà, il faut tendre la main. Ouais, c'est très intéressant ce côté AVR. Ça fait un fil rouge, attirer l'attention, donner de la valeur, créer la relation. Très bien. Ça résume bien et c'est mémotechnique en plus. Je pense que les personnes du coup qui nous suivent, elles peuvent vraiment s'imprégner de ça déjà pour avoir ce fameux fil rouge. Et puis après décliner le reste, etc. Bien évidemment, prendre contact avec toi pour aller plus loin, hein, parce que là l'idée c'est que en plus finalement c'est ce que je dis à mon équipe commerciale quand on prend le temps, parce que généralement on fait donc on lance des campagnes, on a des personnes qui font un pas vers nous, qui sont intéressées par nos accompagnements. On fait un premier appel téléphonique déjà pour vérifier si la personne, on peut l'aider par rapport à ses objectifs, tout ça. Si la personne au téléphone, elle nous dit « Ah non, moi je veux pas développer, je suis très bien comme ça », bon bah ok, je veux dire. Voilà, oui, bien sûr. Il y en a qui sont contents avec le volume d'affaires actuel. Je veux dire, si la personne veut pas développer ou elle dit qu'elle veut rester comme ça et elle veut même lever le pied, bon, on va pas prendre d'ailleurs une visio avec elle. Donc, je vois l'idée. Voilà, donc là, déjà, on vérifie qu'on est bien sur la même phase. Donc, premier appel et après visio. Et en fait, ce que je dis à mon équipe commerciale, c'est que vous n'êtes même pas des commerciaux parce qu'ils maîtrisent bien le côté technique. Vous êtes des coachs, finalement. Bah, c'est un moment qui est agréable. On est en visio. Je veux dire, la personne... On lui demande déjà ce qu'elle fait, on regarde ce qu'elle fait, elle va partager son écran, on va dire « Ah bah ça, voilà, c'est mieux que tu fasses comme ça ». Donc déjà, même si elle décide pas de travailler avec nous, elle va avoir de la valeur déjà lors de l'appel. Après, bien évidemment, on reste en phase lors de l'appel. On lui parle bien des accompagnements qu'on a, parce que donc on a un accompagnement où on forme la personne et un où elle délègue. Donc c'est soit elle se forme, soit elle délègue. Donc, on valide avec elle déjà que si elle veut se former ou déléguer, ben voilà, c'est OK. On valide le fait qu'on lui parle du prix. Comme ça, quand elle est en visio, il n'y a pas de surprise. Elle sait dans quel prix, prix, tout ça. Et au moins, elle perd pas de temps, nous non plus. Et puis pendant la visio, elle peut tout à fait, elle a les prix en tête, tout ça, tout en tête. Et elle peut décider juste de prendre la valeur qu'elle va avoir lors de la visio et dire, non, plus tard, ou je suis pas prêt, j'attends. Je comprends. Finalement, c'est un coaching. Hein. Je vois. Voilà. Donc je fais en sorte d'instaurer vraiment cette politique-là, et il y en a qui vont ressortir de ça avec vraiment de la valeur. Bon, c'est pour ça aussi que derrière, ça leur donne envie de continuer. Sûr. Mais voilà, je veux vraiment de façon bienveillante dire, je veux que ce soit un moment agréable et que la personne ait de la valeur. Formidable. Ouais. Tu nous as donné déjà beaucoup de choses en termes de valeur ajoutée sur ton parcours, les inspirations, là, des astuces, etc. Je finirai ce podcast sur une question où tu vas me dire ça peut être très aléatoire en termes de réponse, mais justement essayer un peu de comprendre. Parce qu'il y en a, je sais par exemple, dans les équipes que je coach, que j'anime, etc., qui me disent, tu vois, moi, ça peut m'attirer de faire justement de la publicité payante, mais en dehors de la stratégie et autres, il y a le côté budgétaire. Je n'ai pas de notion, mais ces personnes-là, et moi je n'ai pas de conseil à leur donner parce que je ne le fais pas, je n'ai pas de notion de combien à peu près je vais devoir débourser mensuellement pour prétendre avoir un retour. Je vois. Est-ce que tu peux nous donner peu une idée? Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que bien pour... que ceux qui nous écoutent aient une vision claire du contexte actuel. Hein. Là, on est en mai, nous sommes le 16 mai 2024. Aujourd'hui, parce qu'avant de se dire je vais mettre du budget, tout ça, il faut comprendre le contexte. L'attention des gens, elle se trouve sur 4 médias. Les 4 principaux, c'est Facebook, Instagram, Google, YouTube. 5e, LinkedIn. Voilà. Mais déjà, si on se concentre donc, dans le classement, il y a Facebook, Insta, Google, YouTube. Donc l'attention des gens se trouve ici. Donc le bon réflexe des gens chefs d'entreprise, c'est de se dire, OK, j'ai des services, donc je gère la transac pour les gens. Pour toucher mon marché, je vais me mettre là où il y a le plus d'attention. Donc là où il y a le plus d'attention, c'est les médias évoqués. Maintenant, pour donc ces médias, pour qu'on puisse attirer l'attention des gens, on les paye pour qu'on soit visible, que ce ne soit pas juste nos amis. C'est ça. Parce que quand sur Insta, on a 100 personnes ou Facebook, on a 100 amis,
quand on met un post, il n'y a même pas les 100 qui le voient. Hein. Oui. Le reach, il est de 5-10%, il y en a peut-être 10 qui vont le voir. C'est ça. Donc je veux dire, si on fait un post qu'on a 100 amis et qu'on se dit je gère la transac et les gars, j'ai des solutions pour vous, ça va pas avoir beaucoup de résonance. Donc il faut payer ces médias pour que voilà, les gens tous ceux qui sont sur la zone en question, admettons je fais de la transaction à Montpellier, si je veux que tous ceux qui sont sur Insta, Facebook voient le message, il faut que je paye Facebook Insta. Et donc là, au niveau des budgets, on n'est pas sur des gros budgets, c'est sur une approche où il faut se dire, je mets un premier budget, ça peut être, j'ai des exemples en tête de personnes qui vont faire 50, 70, 80, 100 000 de CA dans la transaction par an. Ça va être des budgets de 1, 2, 3, 4% de leur CA. Ok. Moi, je mets 10% de mon CA en ads, en pub. Donc je fais en sorte de ne pas dépasser les 15. Mais dans l'immobilier, comme le service, le ticket, donc c'est un processus plus long de vente, mais le ticket moyen, il est quand même élevé. Donc on est plus sur de l'ordre de 1, 2, 3%. Donc quelqu'un qui va faire 100 000 de CA, avec 1000 de budget annuel, il peut déjà avoir une belle visibilité, quoi. Et il gère... moi, j'ai des consultants, les personnes que j'accompagne, il y en a qui font 100% de leur chiffre. Ils faisaient donc porte à porte. Ils toquaient aux portes. Piche téléphonique, il y en a qui arrivent très bien à maîtriser cet art, mais remis dans le contexte, on appelle quand même des personnes qui à la base ne veulent pas de nos services. C'est ça. Voilà, et on essaie de les ramener. Donc il y a des chemins parfois plus agréables et plus efficaces. Typiquement la pub, quelqu'un qui fait un pas vers nous sur une pub, il fait un pas vers nous parce qu'il veut déléguer sa vente. Donc quand on le rappelle, on est mieux reçu. Il y a le meilleur accueil. Voilà. À la base, il a manifesté un intérêt pour nos services. C'est pour ça que d'ailleurs c'est plus fluide. Et puis, ça ne demande pas... lancer une pub, c'est ponctuellement. L'énergie, c'est une seule fois. Et après, la pub, on active, on désactive. Donc là, pour revenir sur le budget, moi, j'ai plein d'exemples de personnes qui vont mettre 100, 150 balles en pub Facebook par mois. Alors attention, ils ont des contacts pertinents, mais il y a du travail derrière. Bien sûr. Il faut rappeler le prospect à chaud. Donc faire un appel pour confirmer le fait qu'il veut bien déléguer, il a le projet immédiat, se rendre chez lui et bien gérer la partie commerciale. C'est pas miraculeux, hein. C'est pas parce qu'on met 100 balles par mois que ça y est, on fait 100 000 de CA. Non. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, j'ai des exemples. Je pense plein de témoignages qu'on a, à Damien, je pense à Paul, à plein même des femmes, hein, à Justine, plein de personnes qui vont mettre 10 € par jour pendant 15 jours, qui font ça chaque mois. 10 € par jour, donc ça fait 150 balles par mois, et qui font des 80, 100, même 200. Damien, c'est 220 000 de CA. C'est chouette ça, tu vois. Je m'attendais, parce que le ratio, il est faible. Hein. Moi, je fais mais derrière, il performe, hein. C'est-à-dire que c'est bien, hein, franchement. Les prospects sont bien traités. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne approche téléphonique, ils créent une bonne connexion quand ils les rappellent. Et après, bien sûr, il l'engage sur le rendez-vous, donc il préqualifie. Hein. Il faut que ce soit pas un curieux. Hein, c'est une autre méthode, j'allais dire facilitateur, mais j'ai peur que ça soit mal interprété, mais c'est une méthode complémentaire à tout ce qu'on apprend en général dans l'immobilier pour prospecter et toucher du coup quelqu'un qui a un projet de vente. C'est donc une alternative qui est intéressante, qui moi je trouve quand même raisonnable en coût. Tu vois, parce que... Et c'est progressif, parce que là, tu te mets 10 € par jour sur une quinzaine de jours. Avec ça, donc tu as à peu près 1-2 contacts, c'est à peu près la moyenne, 1-2 contacts par jour. On est à 6-7 € le prospect en moyenne au niveau national, sur des stratégies, des campagnes. Voilà. Je veux dire, ces contacts-là, il y en a une partie qui va aboutir sur du rendez-vous. Donc en moyenne, c'est 20%. Donc il ne faut pas être frustré si sur 10 prospects, il y en a 7-8, finalement non, c'est dans longtemps, finalement j'ai rempli le formulaire parce que, je sais pas, j'étais curieux, donc ça peut arriver. Bien sûr. Mais il y en a du coup 20% à peu près qui ont vraiment un besoin, qui veulent déléguer et qui vont aboutir à du rendez-vous. Donc une fois qu'on a rentré le mandat et il y a une commission qui sort, on peut se dire, là oui, je réinvestis une partie. Il faut avoir cette approche. Bien sûr. Voilà. Pas se dire, d'un coup c'est 1 000 € de budget, non. Je mets un premier budget, j'ai des contacts, je vais chercher du rendez-vous. Voilà, on est dans de la réflexion. Et quand ça sort, si je suis dans une phase où je veux développer, sur 10 000 de commission que je peux faire,
bah, si je veux vraiment développer à fond, bah, je refous 10 000 dans le développement ou que la moitié. Voilà. Après, c'est une approche Exactement. C'est de réinvestir gestion sur d'entreprise. soi, son entreprise, etc. C'est ça. Et continuer d'avancer. Ouais. Super. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, Avec pour plaisir. tout ce que tu nous as dit et ces petites astuces qui, je pense, vont beaucoup plaire. Et j'espère que ça servira. Et puis, ben, voilà, si après ils veulent plus de conseils, ben, voilà, ils peuvent taper mon nom, ils me retrouvent bien sur les sûr, réseaux. de toute façon, on mettra dans le descriptif les liens pour rediriger vers En tout cas, tous merci tes réseaux. à toi, de Avec m'avoir grand accueilli. plaisir. Et puis, toujours intéressant de partager des expériences de chefs d'entreprise, puisque c'est des chefs d'entreprise qui nous écoutent aussi. Tout à fait. Donc, on vit les mêmes choses. On est tous au même endroit, voilà, et à nous, comme on le fait là, d'essayer de partager et d'inspirer. Et merci du coup, Guillaume, d'être venu. Avec plaisir. À bientôt. Yes.